Le Myanmar est le plus grand pays continental du sud-est asiatique. Aussi vaste que la France et le Portugal réunis, il couvre une superficie de 677 000 km². Il est bordé à l'ouest par le golfe du Bengale, le Bangladesh et l'Inde. Au nord et à l'est par la Chine, le Laos et la Thaïlande. Au sud enfin, la mer d'Andaman borde la côte du Myanmar. Myanmar, Birmanie, Burma, le plus grand État continental d'Asie du Sud-Est, aux multiples noms, se distingue aussi par la variété de ses paysages, trésors culturels et groupes ethniques. Les plus hautes montagnes d'Asie du Sud-Est et leurs neiges éternelles s'élèvent au nord du pays. Sur la côte, des plages tropicales de rêve s'étendent à l'ombre des cocotiers. La plaine fluviale de l'Ayeyarwady est couverte de rizières irriguées. On y voit après la mousson du vert à perte de vue qui, une fois la récolte passée, donne au pays cette couleur ocre-brun si typique. Le bouddhisme, en tant que croyance populaire ou philosophie de vie, reste vivant dans tout le pays.
On le sent particulièrement lors des fêtes des pagodes, d'une session de méditation dans un monastère ou sur les lieux de pèlerinage comme le Rocher d'Or. En allant dans l'arrière-pays, on rencontre des ethnies dont la vie s'est à peine transformée en plusieurs siècles. Un séjour en Birmanie ressemble à un voyage dans le temps de l'ancienne Asie, même si les villes font timidement leur entrée dans la modernité, en prenant exemple sur les pays voisins, plus dynamiques. Longtemps, la Birmanie n'eut que faire du reste du monde et réciproquement. En 1988, la répression brutale des protestations massives a placé la Birmanie au cœur de l'actualité internationale. Le prix Nobel de la paix a certes été décerné en 1991 à la figure emblématique du mouvement démocratique, Aung San Suu Kyi, pour son action pacifique, mais les militaires sont restés au pouvoir. Depuis, le vent du changement a soufflé sur la Birmanie, tant en matière économique que politique, ce qui a des effets sur l'image du pays. La Birmanie a repris en 1989 le nom traditionnel de Myanmar, utilisé depuis l'époque de Bagan, il y a plus de 800 ans, et sous lequel le pays est membre des Nations Unies. Certains pays occidentaux tiennent au nom colonial en signe de protestation politique contre le régime. Le régime militaire a éradiqué le socialisme de sa constitution et ouvert aux frontières les investisseurs étrangers. Ceux-ci ont déclenché dans la capitale un boom immobilier qui en a rapidement transformé la physionomie. L'essor économique se répercute sur la circulation de la capitale, de plus en plus dense. Depuis 1994, les touristes sont autorisés à séjourner 4 semaines. L'afflux touristique s'est considérablement accru, tout comme le nombre d'hôtels et d'agences de voyage. À l'aéroport de Bangkok, alors que je me rendais à Mandalay au Myanmar, et que je ne sais toujours pas pourquoi j'étais tout seul dans l'avion, j'ai vu le personnel de bord aller chercher un moine, le faire embarquer devant tout le monde et passer outre les fouilles de bagages. Où que l'on se trouve au Myanmar, ils sont toujours dans le paysage. On en décompte plusieurs centaines de milles dans le pays, vêtus d'une toge couleur marron pour les hommes, rose pour les femmes. Ils règnent en maître auprès de la population, après le pouvoir militaire.
Celui-ci craint son autorité morale et l'influence qu'il a dans le pays. Il est le chef du village, toute action importante en son sein fait l'objet d'une demande d'autorisation. Dans le bus, il a un fauteuil spécial près du chauffeur. La journée type du moine. Il se lève à 3 heures du matin. Entre 2 méditations, il parcourt les rues de la ville pour demander sa nourriture. Le moine bouddhiste n'est pas un mendiant à proprement parler. Il n'est pas autorisé à utiliser l'argent recueilli, ne peut manger que et doit accepter tout ce qui lui est offert, la nourriture étant reconnue comme un médicament permettant à la continuité esprit-corps de se maintenir. Son dernier repas sera pris au monastère, avant les derniers coups de midi, assis, en position de lotus, jambes croisées, dans laquelle les pieds sont placés sur les cuisses opposées. Il ne devra plus rien avaler avant l'aube, à part boire un jus de fruits ou mâcher du bétel. Dans les zones très reculées, le monastère peut faire office d'école. Le moine étudie ou devient guérisseur, sorcier. Il ne doit pas s'occuper de sa nourriture ni de l'intendance. Une autre personne s'occupera de la cuisine et de l'entretien des robes. Le moine fait vœu de pauvreté et de chasteté. Il ne doit pas toucher une femme, même sa propre mère. Il n'a pas le droit d'utiliser les parfums, de danser, de posséder de l'argent, de dormir sur un lit confortable, ni de conduire. Il ne peut faire de bruit, crier ou attirer l'attention. Il marche silencieusement. On ne lui serre pas la main, on s'assoit plus bas que lui, on lui offre des cadeaux à 2 mains. Une femme ne doit pas toucher un moine et nul ne doit marcher dans son ombre qui fait partie de sa personnalité. Les oboles offertes par les femmes doivent être recouvertes de papier ou d'un tissu. Les cérémonies de noviciat qui durent 3 jours sont organisées une fois par an. Chaque petite ville a la sienne, il n'y a pas de date précise. Entre 5 et 15 ans, le petit garçon entre au monastère comme un novice. C'est un événement très important pour lui et sa famille. Les parents célèbrent l'événement de manière extravagante. L'enfant est vêtu d'habits princiers en satin, maquillé, paré de bijoux. Il porte sur la tête des fleurs de lotus piquées dans un chapeau. Il est ensuite monté sur un cheval ou installé dans une voiture, voire dans un char à bœuf. À la tête de ce cortège, les parents et les proches portent les 8 seuls objets indispensables pour le novice. À part ces 8 indispensables, tout autre objet doit être considéré comme un prêt que lui fait le monastère. Un vêtement, genre de toge du dessus à double épaisseur pour la saison froide ou porté lors d'occasions formelles. Un vêtement du dessus à simple épaisseur. Un vêtement monastique utilisé comme sous-vêtement enroulé autour de la taille. Une ceinture pour le vêtement du dessous. Un bol pour recueillir la nourriture. Un rasoir. Une aiguille pour réparer ses vêtements. Un filtre à eau pour ôter les êtres vivants de son eau afin que ni lui ni eux ne soient blessés. Toutes les familles ne peuvent s'offrir ce luxe, certaines de ces cérémonies sont plus modestes. La procession ainsi composée s'ébranle et se dirige vers une pagode pour dire des prières et faire des vœux. Certaines familles reçoivent leurs invités dans des hôtels, mais la plupart des réceptions se font dans des monastères. Entouré des donateurs et de ses parents, le garçonnet se fait raser la tête par l'un des moines. Les parents recueillent les cheveux dans le morceau de tissu blanc. Le novice revêt la robe safran et fait le vœu des 10 préceptes, répétant ceci après le moine supérieur. Quémander pieds nus tous les matins sa nourriture. Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas mentir, ne pas avoir de convoitise, d'animosité, ne pas chanter, ne pas manger l'après-midi. Ces tout jeunes garçons ne resteront que 3 mois au monastère. Avant l'âge de 20 ans, presque tous les garçons auront pris part au Shinpyu-tu, cérémonie des noviciats, l'événement important qui leur apporte mérite et prestige, ainsi qu'à leur famille et donne l'occasion d'une fête au village. À partir de cet âge, le novice doit apprendre et respecter les 227 règles disciplinaires du code monastique. La rupture des 3 principales, le vol, le meurtre ou les relations sexuelles, entraîne leur expulsion immédiate. Devenir moine représente pour une partie de la population si misérable une opportunité d'offrir à leur fils une éducation. Habituellement, le novice reste quelques semaines, le temps d'apprendre les principes de base qui sont essentiels pour devenir un bon bouddhiste. Les femmes, les bonzesses, seraient au nombre de 25 000 au Myanmar. Si les moines occupent le plus haut rang de la hiérarchie sociale, il n'en est pas de même pour les nonnes. Il n'existe pas de cérémonie d'ordination, elles doivent cependant sacrifier leur chevelure et porter un habit rose par-dessus le long oui et la blouse birmane.
Elles n'ont pas le même statut pour mendier, n'ayant l'autorisation d'effectuer leur quête que 2 fois par semaine, 2 jours avant la journée sainte. Elles doivent cultiver la terre qui produira fruits et légumes, elles ne reçoivent pas de nourriture cuite, on leur donne de l'argent qui servira à acheter l'huile et le sel, du riz et de la nourriture qu'elles cuisinent au couvent. Elles doivent obéir aux moines. Dans la religion bouddhique, la femme est considérée comme impure et n'a pas le droit de toucher les bouddhas sacrés. Cet espace interdit est indiqué, principalement par de grands panneaux écrits en anglais. De toute façon, les responsables veillent, comme par exemple à la pagode Mahamuni de Mandalay ou encore au Rocher d'Or. De nombreuses régions isolées demeurent totalement fermées au tourisme, telles le sud profond ou le haut nord, qui font l'objet de restrictions et d'autorisations spéciales pour s'y rendre. Bien que le Myanmar soit potentiellement plus riche en matières premières comme le gaz naturel, les pierres précieuses et le jade que ses voisins, il compte aujourd'hui parmi les pays les moins développés au monde, à cause aussi du boycott des pays industrialisés. Pourtant, les habitants du Myanmar, avec une densité de population de 72 habitants au kilomètre carré, vivent simplement, mais pas misérablement. Même si le nombre de gens vêtus à l'occidental augmente, la plupart des Birmans portent le longhi traditionnel et de confortables sandales, même dans les villes. Pour les femmes, le Tanaka reste le meilleur produit de beauté et le bétel et les churros restent plus populaires que le chewing-gum et les cigarettes à filtre. Enfin, preuve s'il en est du caractère particulier du Myanmar, l'heure y est décalée d'une demi-heure par rapport à celle du Bangladesh ou de la Thaïlande et on a fêté en avril 2008 le nouvel an 1370. Cependant, la prudence est de mise en traversant les rues. Bien que depuis 1970 déjà on y circule à droite, de nombreux véhicules d'importation, notamment du Japon, sont eux avec un volant à droite.
Tadingyut, la fête des Lumières. Les Lumières symbolisent le chemin pris par Bouddha pour redescendre sur Terre. La fête des Lumières est célébrée dans plusieurs pays d'Asie du Sud-Est, en Birmanie, mais aussi en Thaïlande et au Laos. Elle existe en Inde sous le nom de Diwali, mais elle a un sens différent pour les hindous qui remercient à cette occasion la déesse du Gange. Tadingyut marque la fin du carême bouddhique et rend hommage au retour du Bouddha sur Terre, dans le monde des humains, après un séjour aux cieux, où il divulgua ses enseignements aux êtres célestes et à sa mère Maya, qui mourut 7 jours après sa naissance. Ce jour-là, à la pleine lune du mois de Tadingyut, le 7e mois du calendrier lunaire en novembre, les êtres célestes créèrent 3 sentiers, l'un d'or, l'autre d'argent et le 3e de rubis. Bouddha prit le sentier de rubis pour descendre sur Terre. La tradition se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Les Birmans décorent maisons, rues et bâtiments publics d'ampoules électriques et de bougies qui symbolisent ces 3 sentiers.
La fête des Lumières est la fête la plus populaire en Birmanie après le Nouvel An. Dans l'État Shan, les habitants de la région, toutes minorités confondues, descendent des montagnes environnantes ou viennent du lac Inle, en costume traditionnel pour défiler dans la ville. Foisonnement de chars, de processions pittoresques, concours de danse Shan, lancers de ballons et montgolfières remplis de feux d'artifice qui explosent dans les airs, à l'infini, retraçant visuellement le sentier de lumière qu'emprunte Bouddha pour descendre sur Terre. Les 3 jours de réjouissance sont prétexte à de nombreux spectacles, de projections de cinéma gratuites et de banquets. Les Birmans se rendent dans les pagodes pour prier et rendre hommage aux moines, qui jeûnent parfois pour l'occasion. Enfants et parents s'offrent des cadeaux réciproquement et le soir venu, les Birmans envahissent les grandes rues occupées par les marchands ambulants. Cette année, à Rangoon, il a plu les 3 soirs de cette fête, un peu comme si la mousson voulait imposer sa loi. Le lendemain, le soleil brillait et la mousson s'en allait, laissant sa place à l'hiver.
Myanmar, dans un coude du fleuve Ayeyarwady, très large à cet endroit, les anciennes villes royales de Sagaing, Inua, Amarapura et Mandalay se suivent à peu de kilomètres d'intervalle. Cette région aux rizières fertiles et aux pagodes innombrables devint, à la chute de Bagan, le véritable siège du pouvoir central du pays. Elle fut le berceau de la famille royale aussi, la patrie des moines les plus érudits et des artisans les plus talentueux. À ce jour, Mandalay, la dernière ville royale, est considérée comme le haut lieu de la culture birmane. Elle se distingue toujours par le raffinement et l'élégance du parler de Mandalay et par une manière d'être propre à cette ville. Déjà, depuis sa fondation en 1857, Mandalay est le marché le plus important de toute la Birmanie centrale. Depuis la libération du pays dans le domaine économique, cette ancienne ville royale est en passe de devenir un centre économique florissant. À Mandalay, ville aéroportuaire située à 82 mètres à peine au-dessus du niveau de la mer, le climat est généralement chaud et sec. L'hiver est la seule saison pendant laquelle les températures à Mandalay sont un peu plus basses qu'à Yangon. Dans la ceinture sèche du Myanmar, pays aride marqué par les palmiers à sucre, s'étend la plaine de Bagan, parsemée de pagodes. Dans un méandre de l'Irrawaddy, le plus grand champ de ruines bouddhiques au monde est aussi l'un des sites les plus spectaculaires de l'Asie du Sud-Est. La vue du fleuve semblait tout droit tirée d'une autre planète, tant l'architecture était fantastique et surnaturelle. Notez avec enthousiasme, au XIXe siècle, un fonctionnaire britannique, Henry Yule, en découvrant Bagan depuis la Irrawaddy. De l'ancienne métropole qui comptait environ 200 000 habitants, il ne subsiste que les temples et les pagodes en pierre, qui semblaient à l'écrivain Sis Notboom autant de Titanic échoués, couchés dans la plaine abandonnée. Leur taille, leur majesté et leur puissance sont parfaitement mises en valeur par le décor, car les pagodes sont les seuls vestiges de l'existence d'une ville qui, à son apogée, était vaste et densément peuplée. Il ne reste plus aujourd'hui qu'un village de jolies huttes en bambou où vivent les ouvriers des ateliers de laque. Aujourd'hui encore, les habitants des villages de Bagan réalisent le plus beau travail de la laque du pays. Quelques jours à Bagan ont été pour moi l'occasion de faire une excursion au Mont Popa, la montagne des fleurs, vénérée en tant que demeure des Nats, et dans les villes fluviales de Sal et Pakokku.
ဂုံနဲ့ချတဲ့ဆရာရဲ့လက်တံကြားပါရစေခမရLes Britanniques distinguaient les régions montagneuses enserrant la Birmanie centrale et habitées par des minorités ethniques qu'ils appelaient à hauteur Burma, de la Birmanie centrale qu'ils appelaient Burma proper. Par conséquent, ni le plateau Shan très escarpé qui correspond à l'état Shan, le plus grand état fédéré de l'Union et s'étend à l'est du pays, ni le petit état Kaya, un peu plus au sud, ne font partie du Burma proper. Il est vrai que ces régions de montagne forment un monde à part. À 1000 mètres d'altitude en moyenne, poussent des cerisiers sauvages et des pins. Dans les potagers, les paysans cultivent des pommes de terre, du chou, des carottes, des aubergines et des haricots. On peut aussi voir des avocatiers, des poiriers et des orangers dans les vergers. Les autochtones portent des morceaux de tissu chamarré enroulés autour de la tête comme des turbans. D'une manière générale, leur apparence vestimentaire et leur morphologie diffèrent nettement de celle des Birmans de la plaine. Depuis Metkila, dans la plaine, on arrive d'abord à la petite ville de Kalao. 5 fois par semaine et suivant un roulement quotidien, un marché pittoresque a lieu dans l'une des grosses bourgades de la région du lac Inle. Le marché de Kalao permet de voir beaucoup de membres de tribus des montagnes. Pour s'y rendre, la population est obligée de marcher parfois plusieurs heures durant. Au milieu de ces montagnes, au climat agréablement frais, s'étend le lac Inle, le deuxième du pays par la superficie. C'est ici que la tribu des Inta a élu domicile, des pêcheurs qui pagaient étonnamment avec une jambe et entretiennent des jardins flottants sur le lac. À Tanguy, capitale administrative de l'État Shan fondé par les Britanniques, un grand marché très pittoresque se tient chaque matin. Pour des raisons politiques, la visite de la bourgade de Loako, joliment située, n'est presque plus possible. Autour de Loako, l'État Kaya constitue la patrie des Padong. Les femmes de cette tribu, appelées femmes girafes, sont célèbres pour les anneaux de laiton qu'elles portent autour du cou, lui donnant ainsi un aspect très allongé. Pour se rendre à Kiantong, ancienne ville princière et capitale du Triangle d'Or, il faut encore prendre un vol intérieur ou, si la situation politique le permet, passer par la Thaïlande. Bien. Oh oui, bien. Quel dialogue. Just a day, hello, never did I. Hoppa.
ဆိုင်တို့မင်္ဂလာသောတာရှင်မိဘများတို့သစ္စာမေတ္တာထားတို့တော်ပါစင်ပါလာပါပြီခင်ဗျာAujourd'hui encore, l'ancienne capitale présente des visages très divers. Yangon est d'une part la ville la plus grande et la plus moderne de Birmanie. Elle est le centre économique du pays et abrite donc un certain nombre d'immeubles, l'aéroport le plus important, toute une série d'hôtels de luxe et de restaurants soignés de standard international, et même soupçon de vie nocturne. Mais d'autre part, une promenade dans la vieille ville surpeuplée, avec ses façades coloniales patinées, ses maisons communautaires chinoises, ses temples hindous et ses mosquées, m'ont transporté dans un autre temps, de façon envoûtante. Marchés et cuisines de rue invitent à la découverte de saveurs ou à l'achat de toutes sortes d'objets artisanaux authentiques. La vieille ville coloniale de Yangon dégage en ce début de 3e millénaire un charme unique. Dominée par la pagode de Shwedagon, brillant de tous ses ors, à la fois l'emblème du Myanmar et la plus belle des invitations à découvrir ce pays bouddhiste.
စိတ်ထားသာဒုခေါ်ပါပြီမောင်ဆန္ဒရီကြည့်လို့တားလေးဟုရှင်ပြုအလူဝေးနေခြင်းပါနိုင်ပါမောင်တို့အလူကပြီးလိုက်တဲ့ပြောတာမြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်မြင်မြင်စီစီကျွန်တော်တို့အလူပွဲအောင်မြင်ပါပြီကျမတို့အလူပွဲအောင်မြင်ပါပြီကျွန်တော်တို့အလူပွဲအောင်မြင်ပါပြီကြီးလို့လေမင်းကိုခေါ်နေပြီမောင်နာကရနာမို့ရှာနမြခွေနမြမောင်ရဲ့ချွေးနေတာမို့ဒါနမြောက်ပါသည်